À la conquête de l'immense marché de la santé numérique en direct de ce Think Tech Summit sur la tribune.fr. Les données de santé valent de l'or. La médecine a grand besoin de digitalisation pour mieux soigner les maladies, mais répondre aussi aux défis des déserts médicaux, des finances qui se resserrent et du vieillissement de la population. La recherche a besoin également de tout cela. Antoine Ténière va nous en parler, les directeurs de Paris Santé Campus, la French Care. Marion Tsun, c'est patient, programme manager chez Résilience. Et Chara Louafi, directrice du fonds Patience Autonome. Sylvain Roland mène magnifiquement ce marathon. Eh bien, on continue avec lui. Merci Nicolas, bonjour à vous trois, merci d'être avec nous pour poursuivre le Think Tech Summit sur cet enjeu important qui est la santé numérique. Donc Nicolas a posé très bien le sujet. J'ai envie de commencer le débat en vous posant une question simple. Quelle est la maturité aujourd'hui du secteur de la santé numérique? Parce qu'on l'a vu, les hôpitaux sont de plus en plus à flux tendu, le nombre de cancers notamment explose. Avec le Covid, les Français se sont habitués à de nouveaux usages, notamment la télémédecine, la téléconsultation. Tout le monde attend du système de santé qu'il se modernise et beaucoup de gens trouvent que ça met beaucoup de temps. Donc quelle est la maturité de la santé numérique? Peut-être Antoine, vous voulez commencer? Merci beaucoup. C'est une question essentielle, effectivement. Une des particularités, finalement, du secteur de la santé, c'est que, comme beaucoup d'autres secteurs, il vit une transformation numérique. Mais à la différence d'autres secteurs, il est ultra régulé, notamment par les pouvoirs publics, pour plein de raisons, et notamment des raisons de garantie, de qualité, etc. Et donc, les évolutions mettent un petit peu plus de temps parce que les cycles d'innovation ont largement dépassé les cycles de régulation. Et donc, tout notre enjeu, c'est d'arriver à recoordonner ces cycles de régulation avec les cycles d'innovation. Et pour vous donner peut-être une petite idée de la vitesse à laquelle les choses vont, quand on regarde l'étalon habituel du progrès qui est la loi de Moore, eh bien, la capacité à analyser le génome, qui est un des éléments de mesure du progrès biologique, a largement dépassé la vitesse de cette fameuse loi de Moore. Donc les choses s'accélèrent et il y a une prise de conscience de la nécessité justement d'arriver à accélérer aussi toute la façon dont le secteur de la santé dans son ensemble va accompagner ces éléments. Alors, ça revêt, on pourra en parler, beaucoup de choses, mais il y a une feuille de route du numérique en santé qui a été mise en place il y a quelques années, qui porte ses fruits. Il y a des accidents de parcours comme la crise Covid qui montrent qu'il faut accélérer encore plus. Et puis, il y a des initiatives comme celle que je porte, qui s'appelle Paris Santé Campus, qui a vocation justement, en fédérant les acteurs, à accompagner cette dynamique qui est portée de façon plurielle, on va le voir aujourd'hui, par des startups, par des chercheurs, par des soignants, par des étudiants, mais aussi par des investisseurs qui sont finalement tout un tissu absolument essentiel pour que cet ensemble progresse de façon rapide. Alors, je vais me tourner vers l'investisseuse. Chara Louafi, bonjour, vous êtes directrice du fonds Patience Autonome de BPI France, donc spécialiste du marché de la santé numérique. Alors, quand on parle de santé numérique, on parle de quoi? Juste pour cadrer un petit peu le débat, c'est quoi aujourd'hui la santé numérique? Alors la santé numérique, ce sont en fait des innovations qui permettent en fait de transformer le système de santé. Alors ça veut dire quoi, transformer le système de santé? C'est toutes les parties prenantes, on va dire. Ça part des établissements de santé bien sûr, mais même l'industrie pharmaceutique, les mutuelles, en fait tous les acteurs autour du soin, de près ou de loin, pour opérer cette transformation. Alors, il y a dans la santé numérique, il y a une palette aussi d'innovation. On peut partir en fait du bien-être jusqu'à, on va dire, des innovations très transformantes où en fait on peut mener des essais cliniques aussi pour prouver la valeur médicale. Le bout du bout en fait en termes d'extrémité, c'est le médicament numérique, thérapie digitale. Donc voilà, notre scope à nous, patients autonomes, c'est plutôt, on va dire, des innovations de santé numérique à valeur médicale très transformante, où on se dit en fait que ça répond à un pain point et il y aura en fait un prix à la fin. Voilà, un modèle économique qui est le grand sujet, on va dire, de ce type d'innovation. Donc concrètement, vous c'est pas trop les biotech, les innovations de rupture dans le domaine de la santé, c'est plus des solutions donc numériques, donc de l'IA dans le diagnostic, etc. que vous cherchez. Oui. En fait. En fait, les biotech, ce sont les médicaments de demain, mais il faut qu'ils parviennent entre les mains du patient, que le patient rentre dans un parcours de soins, qu'il y ait accès à un diagnostic, que en fait, il soit traité, guéri, et ça en fait c'est du numérique. Donc c'est aussi de la data, parce on est dans une ère aussi de médecine personnalisée, et il faut traiter, mais guérir. Et voilà, donc le numérique sert à ça. Et aujourd'hui en France, il y a un écosystème développé de santé numérique ?
Énormément. En fait, à notre petit niveau, en fait, en 2017, quand on construisait en fait le fonds structurel, le fonds patient autonome, on l'appelait volontairement patient autonome pour qu'il puisse être parlant en fait pour les entrepreneurs. C'était un début de quelque chose. Aujourd'hui, en fait, en 2022, en fait, on est passé à un autre cycle. 2017-2021, ça a été, on va dire, un cycle de structuration grâce à la direction du numérique en santé, qui a tracé les routes et où en fait les innovations s'insèrent sur ce marché-là et qui s'est un peu, on va dire, ce premier cycle s'est refermé en fait au début 2021 et aujourd'hui en fait on est en plein second cycle qui est un cycle en fait de scalabilité. Donc oui, aujourd'hui, en fait, il y a un écosystème réel, mais on voit qu'il y a plein de choses en fait qui foisonnent. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est l'ère plutôt de la scalabilité et des alliances pour créer en fait de la masse critique et compter sur le marché, on va dire mondial. Concrètement, combien vous investissez dans les startups ? Enfin, le fonds est doté de combien d'argent ? Alors, il est doté de 100 millions d'euros. Depuis juillet 2021, on est monté progressivement, on a fait nos preuves. Et ensuite, on est passé de 50 à 100. Et on a fait aujourd'hui 8 investissements. Et donc l'un de ces investissements n'est pas du coup Résilience, qui est une start-up de la santé numérique fondée par Céline Lazorte et Jonathan Benamou. Marion Zuns, vous êtes Patient Program Manager chez Résilience Care. Donc expliquez-nous ce que c'est Résilience en quelques mots. Alors en quelques mots, Résilience, c'est une entreprise dont la mission vise à réinventer la façon dont on soigne le cancer, notamment via la tech et la data, en remettant le patient au cœur de son parcours de soins. Résilience, plus particulièrement, va proposer une solution de télésurveillance qui permet aux patients de remonter ses symptômes, ses constantes au sein de l'application et d'avoir en face une équipe soignante qui va pouvoir traiter ces symptômes en fonction d'un système d'alerte. Et puis Résilience, c'est aussi un compagnon digital puisqu'on parlait de patient autonome et de remettre ce patient au cœur de son parcours. On va donner les moyens au patient d'être acteur de son traitement en lui apportant énormément d'informations sur la maladie, sur les symptômes, via des articles, des interviews de médecins, d'experts, des podcasts. Et puis également, il y a tout un aspect qui vise à apaiser ces symptômes en accompagnant le patient et en proposant ce qu'on appelle des programmes de self-care, qui sont des programmes d'auto-management qui vont lui permettre d'améliorer sa qualité de vie au quotidien et de mieux suivre et observer ses traitements. Alors, le numérique en santé, il est attendu, mais il est aussi craint. On craint aussi l'irruption du numérique dans ce secteur-là. Certains patients craignent que du coup, ça déshumanise la relation avec le médecin, avec l'hôpital, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors, je dirais bien au contraire. La mission aujourd'hui que l'on a, c'est de mettre ce digital au service de l'humain. Comment on le fait ? Notre solution, elle va permettre... Aujourd'hui, on est face à un constat, juste pour replanter un petit peu le décor. On soigne de mieux en mieux, mais on a un contexte qui fait que la population grandit, vieillit, et donc on a de plus en plus de personnes à soigner et un système de santé en face qui n'a pas forcément évolué en même temps que ses besoins. Et donc on se retrouve face à un système qui est aujourd'hui en douleur et qu'on a besoin de révolutionner et de le faire de façon immédiate et efficace, et notamment ça va passer par le digital. Et aujourd'hui, ce qu'on va permettre, c'est aux patients qui se retrouvent davantage à la maison, puisque non seulement il y a moins de temps
disponible à l'hôpital et auprès du médecin, mais en plus, il y a de plus en plus de traitements ambulatoires, de thérapies orales qui font que le patient il va se retrouver davantage à la maison et donc il a besoin d'avoir un meilleur suivi. Et nous, ce qu'on va permettre, c'est de le connecter en continuum avec son équipe soignante. Et ce n'est pas uniquement du digital, mais il y a une intervention humaine. Et donc, on va accompagner ce patient tout au long de son parcours, depuis le diagnostic et tout au long de son traitement, avec justement un suivi qui est non seulement en continu, mais également personnalisé. Et ça, on en parlait et on le fait grâce à la data, puisqu'on va pouvoir récolter ces informations de façon très précise, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'il se retrouvait bien souvent seul chez lui, sans contact avec son équipe médicale. Et ça va permettre à l'équipe médicale de personnaliser ce suivi et ce traitement. Alors Antoine, vous parliez des freins au développement de la santé numérique en France, et il y en a un aussi, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que pour adopter un outil numérique, il faut avoir confiance dans la personne, la start-up, l'établissement qui le propose. L'hôpital public est une structure établie avec énormément de complexité. Comment est-ce qu'on arrive à amener ces innovations dans un périmètre aussi compliqué ? Alors c'est quelque chose effectivement qui est un vrai challenge, mais l'hôpital, notamment l'hôpital public et le CHU, finalement, a pour mission de faire de la recherche et donc de créer des innovations. Donc il faut à la fois penser l'innovation biologique, technologique telle qu'on l'imagine tous, mais aussi l'innovation organisationnelle qui permet de faire en sorte que quand une découverte émerge, ou un service ou une application, eh bien, elle puisse avoir un temps de mise en application et notamment de service pour le patient qui est le plus court possible. On l'a vu avec certains enjeux autour du médicament et l'objectif, c'est d'arriver à porter justement ces innovations numériques de façon rapide. Ça nécessite, vous l'avez dit, de la confiance, ça nécessite aussi de la compréhension de ces outils, ça nécessite de rassurer sur la vision que certains peuvent avoir d'une médecine qui serait déshumanisée. Et effectivement, de la même façon que ça a été dit, je suis convaincu que c'est finalement une façon de redonner du temps médical aux professionnels de santé, et avec un élément qui est absolument essentiel, notamment dans les discours qu'on voit autour de l'intelligence artificielle, c'est le lien qu'on va faire entre intelligence naturelle et intelligence artificielle, qui est une synapse essentielle. Et puis deuxièmement, c'est la question d'humanité et de lien humain qu'on va avoir avec les patients, qui ne sera pas, en tout cas pas aujourd'hui, l'apanage des machines. Et donc c'est avec cette vision-là qu'on va pouvoir porter ces innovations. Ça nécessite évidemment de montrer in fine quels services elles amènent pour les patients, pour les professionnels de santé, quels problèmes elles résolvent et quelles évaluations on en fait et quel impact finalement pour le système de santé elles vont apporter. Et donc c'est vraiment toute une chaîne d'accompagnement qu'il faut porter pour ces innovations. Un des enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est justement de les accélérer en donnant aux acteurs qui les portent les bons outils pour passer dans cette logique d'évaluation, cette logique d'implémentation, et faire en sorte que, in fine, les patients et la société en bénéficient réellement. Concrètement, comment Résilience fait pour toucher les hôpitaux, pour se faire intégrer dans les hôpitaux? Parce que du coup, vous devez vous plugger avec le système des hôpitaux, j'imagine, pour pouvoir ensuite, pour que les médecins vous utilisent. Alors aujourd'hui, on travaille main dans la main avec les hôpitaux et les médecins pour co-construire cette solution. Pour préciser aussi la façon dont on a développé Résilience, et qu'on est associé avec un partenaire clé qui est l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de recherche et de lutte contre le cancer en Europe, le 5e dans le monde. Et on s'est également entouré d'un comité scientifique avec des médecins et des chercheurs de renommée internationale, ce qui nous permet de donner, d'apporter cette expertise médicale qui est très forte, puisque l'équipe, vous l'avez présentée, c'est une équipe d'entrepreneurs. Donc l'objet, c'est vraiment de connecter ces deux mondes pour pouvoir créer une solution qui soit au service de l'expertise médicale.
Et donc, on va travailler en collaboration avec ces équipes pour mettre en place la solution. Il y a une envie commune. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est extrêmement forte et qui est partagée de transformer la façon dont on soigne, de repenser le parcours patient. Donc, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la question, elle n'est pas forcément de est-ce qu'il faut y aller ou pas, mais plus de comment y aller. Et donc, la façon dont on travaille avec les hôpitaux et les médecins, c'est essentiellement sur l'organisation. Bien sûr, l'outil, mais d'après, c'est l'organisation et comment est-ce que Résilience va permettre d'apporter une nouvelle prise en charge du patient qui soit plus efficace, plus personnalisée et plus intégrée aussi, puisque il y a cette exigence et cette importance de connecter l'hôpital, le patient qui se retrouve davantage à la maison et puis la ville et tout le monde libéral auquel on doit se connecter. Et vous avez combien d'hôpitaux partenaires qui diffusent votre solution aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est dans plusieurs centres à travers la France. Bien évidemment, on travaille sur des versions également pilotes avec Gustave Roussy. L'idée, c'est d'y aller pas à pas, de travailler sur d'abord certaines aires thérapeutiques avec des patients qui vont avoir une forme d'acceptabilité à la solution dès le départ, et puis ensuite de déployer au fur et à mesure. L'or noir un petit peu de la santé numérique, ce sont les données, et les données de santé sont particulièrement sensibles, donc elles sont dans le cadre d'un cadre législatif assez strict. Est-ce que ça, vous le considérez comme un frein ? Je parle à l'investisseuse notamment. Comment vous... Alors, non. Le RGPD, en fait, est une barrière à l'entrée intéressante pour construire, en fait... une grande entreprise européenne. C'est on va dire la santé numérique sur le marché de la santé. C'est le seul, on va dire, segment où il est possible, par un accès rapide au marché. Alors tout est dans le rapide, avec toutes les difficultés qu'on peut y voir, mais si jamais on les dépasse, c'est possible de construire en fait une grande entreprise européenne grâce au RGPD, qui est une vraie barrière à l'entrée. C'est pour ça qu'on voit des levées de fonds de plus en plus massives de start-up, notamment Doctolib, qui est devenue la première start-up en termes de valorisation en France. D'autres qui ambitionnent de conquérir le marché européen. C'est pas trop compliqué en santé justement d'aller dans d'autres pays, dans un marché aussi fragmenté que celui de l'Europe ? En fait, la première étape, on va dire, décisive, c'est démarrer sa scalabilité sur le marché domestique. C'est quelque chose de clé. Et pour ça, en fait, on sait bien que sur le marché domestique, ce qu'il faut absolument, c'est pouvoir aligner certaines étoiles, notamment d'accès au marché, puisque on va dire l'utilisateur médecin n'est pas le décideur et n'est pas le payeur, et donc aussi par un système de conduite du changement, il faut pouvoir en fait bien aligner en fait ces trois intérêts pour faciliter en fait le déploiement de l'innovation. Une fois qu'on a ça, c'est faire aussi un espèce de calcul pour se dire, en fait, pour ne pas refaire et défaire, qu'est-ce qui peut être homogène. On n'a pas un système, en fait, un marché unique dans la santé numérique, c'est bien pays par pays. Il faut croiser, en fait, il y a une tactique pays à mener, et ce qui fera la différence, en fait, finalement, c'est le capital. En fait, et c'est un vrai signal aussi pour tenir la cadence, et ne pas avoir, on va dire, de cassure au niveau de la dynamique de croissance. Et évidemment, en fait, avoir des espèces de relais de connaissance des marchés et ne pas se dire, en fait, que l'équipe française sait déjà tout faire et va faire ça toute seule. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a assez d'investisseurs ? Est-ce qu'ils mettent assez d'argent dans les startups de la santé ? On a vu par exemple que Doctolib, pourtant qui a toujours une vision européenne de son marché, a dû lever des fonds il y a quelques années avec un investisseur américain.
Et donc là, ils sont revenus avec un investisseur européen pour leur dernière levée, mais celle d'avant, qui était massive, 150 millions d'euros, ils sont partis aux États-Unis. Est-ce qu'on a le financement suffisant en France aujourd'hui ? On a le financement suffisant pour scaler en France. Ensuite, en fait, les fonds, on va dire, étrangers servent aussi, en fait, de soutien pour aider à la scalabilité, en fait. C'est le réseau, en fait, ils détiennent le réseau, ils détiennent aussi les codes et la culture pour intégrer d'autres marchés. Donc, c'est un phénomène qui se retrouve dans toutes les innovations. Quelle que soit la typologie d'innovation, on a besoin, en fait, de relais qui sont au sein des boards, au sein en fait, des fonds, en fait, tout acteur en fait qui saura faire le bridge entre les deux marchés en fait est clé. Alors, quelle est la stratégie sur la data de Paris Santé Campus ? Alors, la donnée qui est effectivement l'élément essentiel du numérique en santé, avec les compétences et les métiers, parce que ça nécessite aussi de réinventer ces métiers. Elle est coordonnée avec la stratégie de données nationale et puis la stratégie de données européenne. Chara a parlé du RGPD, qui est un vrai rempart et une protection, et notamment une garantie pour chacun des citoyens. Donc, il y a en fait dans la donnée, qui est un pilier complet de Paris Santé Campus, différentes expertises qui sont institutionnelles, académiques ou entrepreneuriales pour arriver à piloter des stratégies sur la collecte, sur la sécurisation, sur les enjeux de la valorisation, sur l'analyse, notamment l'algorithmique, autant d'aspects qui finalement représentent aujourd'hui beaucoup de questions qui ne sont pas encore toutes résolues, notamment sur la question par exemple du partage des données ou de leur valorisation. Certains pays, on le voit, on a parlé tout à l'heure des États-Unis ou de la Chine, ont déjà quelques chemins bien avancés avec des systèmes libéraux aux États-Unis ou des systèmes ultra contrôlés en Chine. En France, on dispose d'un capital national de données de santé qui est absolument exceptionnel, mais dont on doit encore écrire une partie des règles d'usage. Le Health Data Hub, qui est une des structures portées dans la feuille de route du ministère de la Santé, en facilite l'accès pour certains acteurs, mais un des enjeux, c'est d'arriver à l'accélérer, comme je le disais tout à l'heure, et pour coordonner justement les cycles d'innovation et les cycles d'accès à la donnée. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important, et ça a été bien dit dans le travail que Cédric Villani avait fait sur l'intelligence artificielle, il faut accompagner cette culture de la donnée et faire en sorte que ce soit un élément qui soit complètement présent et vraiment au cœur du fonctionnement du système de santé. Alors justement, vous parliez du Health Data Hub qui a fait beaucoup polémique, notamment parce que le choix a été fait de confier son hébergement à Microsoft, donc un acteur américain, donc en gros de mettre les données de santé donc, des Français sur un cloud américain qui peut être soumis aux droits extraterritoriaux américains, etc. Donc voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres sources de données en santé. Et est-ce que c'était un faux pas de confier l'hébergement à Microsoft ? Alors le sujet n'est pas d'héberger directement les données de santé aux États-Unis. C'est un élément un petit peu plus complexe, mais effectivement, il y a eu une polémique auquel d'ailleurs le Health Data Hub a bien répondu. Ça montre la sensibilité du sujet. Ça montre à quel point aussi nous avons une responsabilité commune d'informer la population sur ce que c'est une donnée de santé, comment est-ce qu'elle est protégée, pourquoi est-ce qu'elle est différente de certains aspects, et je crois que c'est ce que vous avez discuté précédemment, comment est-ce qu'on va se prévenir des attaques qu'il peut y avoir sur justement les applicatifs. La réalité, au-delà de cette polémique dont vous faites mention, c'est aussi que de la même façon que l'Europe s'est dotée d'un règlement sur la donnée, elle doit se doter de grands acteurs qui sont à la hauteur des grands acteurs qu'on voit à l'international. Vous avez cité Microsoft, mais il y en a d'autres, sur la question à la fois stockage et puis traitement et couche logicielle pour faciliter le sujet des données. Et donc c'est un enjeu stratégique français et européen qu'il faut arriver à accompagner si on veut aller au bout des stratégies de données, notamment sur la santé. Un des secteurs prometteurs, c'est l'intelligence artificielle dans la santé, notamment pour le diagnostic. Il y a de plus en plus de startups qui se lancent sur ce sujet. Ça vous intéresse, Chiara Loafi ? Bien sûr, en fait, l'intelligence artificielle a plusieurs vertus. En dehors de sauvegarder du temps médical, ça permet aussi de lisser les erreurs, ça permet aussi d'homogénéiser, on va dire, la compétence sur tout le territoire et éviter les ruptures de compétences. Oui, mais au même titre, en fait, que, par exemple, l'impression 3D, que la médecine augmentée, en fait, toutes ces innovations qui permettent en fait
finalement de lisser les erreurs et d'homogénéiser les soins. Et voilà, on parle en fait de déserts médicaux, etc., etc. Et en fait, le rêve, c'est d'être soigné de manière en fait un peu identique, quel que soit l'hôpital. Il y a un nouveau domaine qui émerge depuis quelques années, c'est celui des thérapies numériques. Vous l'avez brièvement mentionné tout à l'heure. Donc des thérapies, comme son nom l'indique, qui se basent sur des outils numériques et qui ont vocation à être aussi efficaces qu'un médicament, donc qu'une molécule. Il y a plusieurs startups qui sont en France sur ce sujet-là. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Et justement, on a quelques-unes en France, dont Lucine, que vous financez, je crois, qui est aussi une des gagnantes du prix de 10 000 startups l'an dernier. Ce domaine des thérapies numériques, c'est pas un peu trop risqué pour l'instant pour un investisseur ? Non, au contraire. Comment dire ? On est vraiment dans... en fait, dans la santé numérique, contrairement, on va dire, à la biotech, etc., on se fixe pas en fait sur un référentiel qui est déjà figé et prouvé, parce que sinon on ferait plus rien. Donc on est vraiment dans de la rupture. Et on trace les lignes en même temps que l'innovation. On est dans ce qui a échoué en fait en thérapeutique pure se retrouve du coup dans le médicament numérique. C'est-à-dire en fait dans l'hétérogénéité en fait des essais cliniques parce que en fait il y a une problématique en fait d'atteinte du critère primaire parce que voilà il y a un bruit de fond qui est tel. Dans la douleur c'est un vrai sujet. Dans la santé mentale c'est un vrai sujet. La data en fait est finalement en fait un vrai marqueur qui permet aussi de rendre en fait un médicament personnalisé. En fait, c'est en fonction de toute personne, puisque l'échelle de mesure est beaucoup trop large et imprécise, et donc il y a besoin aussi de s'adapter à son propre soi, en fait. La vraie révolution de la santé numérique, c'est la personnification, c'est la personnalisation des soins, oui. Du parcours de soins. C'est ce que vous faites aussi avec Résilience, par la data. Oui, c'est exactement l'enjeu de Résilience, c'est de pouvoir proposer à chaque patient un suivi, un traitement qui soit ultra personnalisé et le proposer pour tous. Donc il y a non seulement une logique d'individualisation du parcours, mais aussi de scalabilité et de comment on le fait de façon massive. Et ça se fait, c'est la data qui va le permettre, puisqu'on va pouvoir mieux connaître le patient, mieux connaître sa pathologie, mieux connaître ses symptômes, mais aussi il y a toute la donnée externe. On va pouvoir compiler, analyser des cohortes de patients pour pouvoir identifier des traitements qui soient beaucoup plus focus et adaptés. Et puis, on va pouvoir aussi, il faut savoir qu'il y a une énorme aujourd'hui, il y a énormément de progrès. La littérature scientifique est exceptionnelle et un médecin humainement ne peut pas traiter toute cette information. Et donc, l'intelligence artificielle va aussi nous permettre d'aider au choix du traitement et au choix thérapeutique. Donc c'est la combinaison de tous ces éléments tout au long du parcours va nous permettre demain de pouvoir adresser à chaque patient le traitement pour lui et de façon complètement individuelle. Merci beaucoup, on arrive au terme du temps de ce panel. Merci à tous les trois pour être venus jusqu'à nous au Grand Rex. Et je vous laisse prendre la suite, Nicolas. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, mesdames et messieurs. On vous applaudit, on vous remercie. Et les patients que nous sommes, ou futurs patients, vous remercient encore plus pour cela.